L'agence immobilière de luxe, au cœur du Luberon, ressemblait plus à un aquarium pour prédateurs qu'à un lieu de travail. Des murs de verre glacé renvoyaient le soleil provençal sans en capter la chaleur, tandis que la climatisation ronronnait, maintenant une atmosphère stérile et compétitive. Dehors, les champs de lavande ondulaient sous une brise légère, une carte postale vivante que les jeunes agents en costume coûteux ne voyaient plus. Mathieu était l'un d'eux. Assis à son bureau en acier brossé, le regard perdu sur un écran affichant des propriétés à plusieurs millions d'euros. Son costume, autrefois un symbole de réussite, semblait maintenant un peu usé au poignet, sa cravate un nœud coulant qu'il desserrait mentalement chaque heure. Il vendait le rêve d'une vie authentique à des Parisiens fortunés, mais avait lui-même perdu toute connexion avec la terre qu'il prétendait tant aimer. C'est alors qu'une vieille Citroën 2CV, d'un bleu passé mais impeccablement entretenu, se gara juste devant la façade vitrée. Le contraste avec les berlines allemandes noires qui occupaient habituellement le parking était saisissant. Un homme âgé en sortit lentement, avec la prudence de ceux qui connaissent la valeur de chaque mouvement. C était Monsieur Marcel. Sa peau était un parchemin tanné par des décennies de soleil et de vent. Ses mains épaisses et noueuses, celles d'un homme qui avait passé sa vie à travailler la terre. Il portait une simple chemise à carreaux délavée et un pantalon en velours côtelé, des vêtements qui racontaient une histoire de dur labeur et de simplicité. Ses yeux, cependant, étaient d'une clarté perçante, observant le monde avec une sagesse tranquille, dénuée de tout jugement, mais manquant rarement un détail. Il s'avança vers l'entrée, sans hâte, sa démarche assurée sur le gravier. Lorsque la porte automatique coulissa dans un sifflement feutré pour laisser entrer M. Marcel, un silence glacial tomba sur l'open space. Les conversations chuchotées cessèrent instantanément. Les jeunes loups de l'immobilier levèrent la tête, et leurs regards passèrent de la curiosité au mépris en une fraction de seconde. Un ricanement étouffé se fit entendre dans un coin, suivi d'un retour collectif et dédaigneux aux écrans d'ordinateur. C était un acte de rejet silencieux, une exécution sociale rapide et brutale. Depuis son bureau vitré, le directeur de l'agence, M. Fournier, capta le regard de Mathieu et fit un geste subtil de la main. Un balayage sec signifiant clairement « Pas celui-là, ne perds pas ton temps ». Mathieu sentit une vague de honte monter en lui, une honte non pas pour le vieil homme, mais pour ce monde superficiel dont il faisait partie, un monde qui jugeait un livre à sa couverture usée. Mais en regardant M. Marcel, qui se tenait droit et digne au milieu de l'indifférence générale, Mathieu ne vit pas un paysan égaré. Il vit la posture de son propre grand-père, un homme dont la parole valait plus que n'importe quel contrat. Il vit dans ses yeux clairs une authenticité qui manquait cruellement à sa propre vie. Une révolte silencieuse gronda en lui. Une fatigue soudaine de la pression et de la solitude glaciale de sa réussite. C'est dans ces instants précis, lorsqu'une personne choisit d'ignorer le courant pour écouter son cœur, qu'une histoire devient inoubliable. Si vous aussi, vous croyez en la force de ces gestes discrets, songez à vous abonner pour nous aider à partager de tels récits. Ignorant le regard furieux de son patron, Mathieu se leva. Le grincement de sa chaise brisa le silence. Il s'approcha du vieil homme, un sourire sincère éclairant son visage pour la première fois depuis des mois. « Je peux vous offrir un café, monsieur ?» La voix de Mathieu était un peu rouillée, comme un mécanisme longtemps inutilisé. Monsieur Marcel accepta d'un lent hochement de tête, ses yeux clairs balayant l'espace stérile autour d'eux. Pendant que Mathieu préparait les 2 tasses, le silence de l'agence était assourdissant, seulement brisé par le cliquetis des claviers et le ronronnement de la climatisation. Ses collègues faisaient semblant de travailler, mais il sentait leur regard dans son dos, lourd de jugement et de moquerie. Il tendit la tasse au vieil homme, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion étrange, un mélange de défi et de redécouverte. C était un simple geste de courtoisie, mais dans cet environnement, il ressemblait à un acte de sédition, une fissure dans la façade glacée de leur monde. Assis sur les chaises inconfortables de l'espace d'accueil, ils ne parlèrent pas immédiatement de propriété.
Mathieu s'attendait à des questions sur les prix au mètre carré, les taxes foncières ou les possibilités d'extension. Au lieu de cela, M. Marcel lui parla de la terre. Il ne demandait pas la superficie d'un terrain, mais si la terre sentait bon après la pluie. Il voulait savoir s'il y avait un puits. Non pas pour la piscine, mais pour abreuver un petit potager. Il évoquait la façon dont le vent chantait dans les cyprès et la couleur que prenaient les collines au crépuscule. Mathieu, habitué à un vocabulaire fait de pourcentages et de plus-values, se sentit désarmé. Il écoutait, fasciné, redécouvrant un langage qu'il croyait avoir oublié, le langage de ceux qui vivent en harmonie avec le paysage qu'ils habitent, puis, avec une pudeur infinie. Monsieur Marcel parla de sa femme, Hélène, décédée 2 ans plus tôt. Il ne décrivit pas sa maladie ou sa tristesse, mais les moments de bonheur simples qu'ils avaient partagés. Il raconta comment elle aimait s'asseoir sous le vieil amandier de leur ferme, au printemps, quand il était couvert de fleurs blanches. Elle disait que était comme une promesse, murmura-t-il, le regard perdu dans le vague. La promesse que même après le plus froid des hivers, la vie revient toujours. Il cherchait un endroit où il pourrait planter un nouvel amandier, un lieu où il sentirait encore sa présence dans le silence de la nature. Mathieu sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne voyait plus un client potentiel, mais un homme portant le poids d'un amour immense, cherchant un dernier refuge pour ses souvenirs. Ces mots firent écho en Mathieu d'une manière profonde et douloureuse. Il se souvint de son propre grand-père, un ébéniste dont les mains sentaient toujours le bois et la cire. Il se rappela la fierté dans ses yeux lorsqu'il lui montrait un meuble parfaitement assemblé, la solidité de sa poignée de main, la certitude tranquille dans sa voix. Mathieu avait admiré cet homme plus que tout au monde, mais avait fini par choisir une voie qui l'en avait éloigné. Il vendait des maisons à des gens qui ne les habiteraient que quelques semaines par an, des coquilles vides dont la seule valeur était financière. La conversation avec Marcel était comme un miroir, lui renvoyant l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Un homme qui avait échangé l'authenticité contre une illusion de succès. Le téléphone de Mathieu vibra sur la table basse, affichant le nom de son directeur, Fournier. Il l'ignora. 1 minute plus tard, il vibra de nouveau. Un message texte apparut. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Lâche ce plouc et reviens travailler. » La vulgarité du message le frappa avec la violence d'une gifle. Il sentit la colère monter, une colère froide et déterminée. Il éteignit son téléphone, le geste délibéré et définitif. Il se tourna vers M. Marcel, qui n'avait rien remarqué, absorbé par l'observation d'un nuage passant derrière la grande baie vitrée. À cet instant, Mathieu prit une décision. Il ne s'agissait plus d'une vente ou d'une commission. Il s'agissait de regagner un peu de l'estime de soi qu'il avait perdue au fil des années. « Allons-y », dit Mathieu, sa voix soudainement plus ferme. « Les plus belles choses ne se voient pas depuis un bureau. Venez, nous allons prendre ma voiture. » Il laissa délibérément la luxueuse berline de fonction au parking, préférant sa propre voiture, une berline plus modeste, mais entretenue avec soin. En passant devant les bureaux de ses collègues, il ne baissa pas les yeux. Il soutint leur regard narquois avec une sérénité nouvelle. Il le prenait pour un fou, un sentimental qui sacrifiait une journée de travail pour un vieil homme sans le sou. Mais pour la première fois depuis des années, Mathieu avait l'impression de faire exactement ce qu'il fallait, guidé non pas par un objectif de vente, mais par une boussole intérieure qu'il avait trop longtemps ignorée. La première visite fut un échec prévisible. Était une villa d'architecte ultramoderne, une boîte de verre et de béton posée sur la colline, avec une vue imprenable, mais une âme complètement absente. Monsieur Marcel la parcourut en silence, ses chaussures de cuir usées semblant déplacées sur le sol en béton ciré. Il n'ouvrit aucun placard, ne posa aucune question. En sortant, il se contenta de dire doucement « Une maison doit avoir des racines, jeune homme. » Celle-ci ressemble à un vaisseau spatial qui vient d'atterrir. Il repartira bientôt. Mathieu comprit parfaitement. Il avait vendu des dizaines de propriétés comme celle-ci, vantant leur design et leur exclusivité, sans jamais se demander si quelqu'un pourrait y être véritablement heureux, si des souvenirs pourraient y prendre racine. Leur deuxième arrêt fut une vieille bergerie à rénover, nichée au creux d'un vallon.
La toiture était à refaire. Les volets pendaient tristement, et les ronces envahissaient le jardin. L'agent immobilier en Mathieu voyait une liste interminable de travaux et de coûts. Mais il s'efforça de regarder avec les yeux de Marcel. Le vieil homme toucha les murs en pierre sèche, sentant leur chaleur accumulée sous le soleil. Il nota la présence d'un figuier centenaire près de la porte et le son d'une source coulant non loin de là. « Ici, la pierre a une histoire, » dit Marcel. « Elle a vu des naissances et des récoltes. Elle sait ce que c'est que de durer. » Mathieu commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas de trouver une maison parfaite, mais un lieu qui avait le potentiel de le devenir. Alors qu'il repartait, le téléphone professionnel de Mathieu, qu'il avait finalement rallumé, sonna. C était un de ses collègues, triomphant. « Juste pour te dire que j'ai signé avec les clients parisiens. Tu sais, ceux que tu as laissés en plan. Dommage pour ta commission. J'espère que ta promenade avec Pagnol en valait la peine. » Le sarcasme était venimeux. Mathieu sentit une pointe de panique. Cette vente représentait des mois de travail et une commission qui aurait pu soulager ses dettes. Le doute s'insinua en lui. Avait-il fait une terrible erreur? Sacrifiait-il son avenir pour un caprice, un élan de nostalgie? La réalité brutale de sa situation financière menaçait de submerger la fragile résolution qu'il avait trouvée. Il gara la voiture sur le bas-côté, sous l'ombre d'un grand pin. Il regarda M. Marcel, qui observait le paysage avec une tranquillité imperturbable, comme s'il faisait partie intégrante de cette terre depuis toujours. Le vieil homme ne semblait pas remarquer le tumulte intérieur de Mathieu. Et dans ce calme, la panique de Mathieu se dissipa, remplacée par une certitude étrange et apaisante. Il se moquait de la commission perdue, il se moquait du ricanement de ses collègues. La journée passée avec cet homme lui avait déjà apporté plus de richesse que n'importe quel chèque. Ce sont ces moments de choix, où l'on décide de suivre son cœur contre toute logique, qui nous rappellent qui nous sommes vraiment. Si vous croyez aussi que ces histoires méritent d'être racontées, votre abonnement nous aide à continuer de les partager. Reprenant le volant, Mathieu sentit une partie du poids sur ses épaules s'alléger. Il se tourna vers le vieil homme et, pour la première fois, parla de lui, pas de ses dettes ou de son travail, mais de son sentiment d'être un étranger dans sa propre vie, de vendre un rêve provençal dans lequel il n'avait lui-même aucune part. Il parla de son propre désir de trouver un endroit où il pourrait simplement respirer. Loin de la pression et des faux semblants, M. Marcel L. écouta sans l'interrompre, son silence bienveillant étant plus réconfortant que n'importe quel conseil. Quand Mathieu eut fini, il dit simplement « La terre est patiente. Elle attend toujours que ses enfants reviennent à elle. » Alors que le soleil commençait sa lente descente, peignant le ciel de teintes orangées et mauves, une image s'imposa à l'esprit de Mathieu. Un souvenir d'une de ses rares escapades solitaires, une petite route de campagne qu'il avait empruntée par hasard. Il se rappela un vieux mas en pierre, à l'écart de tout, protégé par une rangée de cyprès et veillé par un olivier si vieux que son tronc semblait sculpté par le temps lui-même. La propriété N était sur aucun catalogue, elle n'était même pas officiellement à vendre, du moins à sa connaissance. C était un lieu secret, un lieu avec une âme. Une étincelle d'intuition, ou peut-être d'espoir, s'alluma en lui. Il changea de direction, s'engageant sur un chemin de terre. « Monsieur Marcel, dit-il, une excitation nouvelle dans la voix. Je crois que je connais un endroit. » Le chemin de terre serpentait entre deux murets de pierre sèche, à peine assez larges pour la voiture. La végétation semblait avoir repris ses droits, les branches des chênes verts frôlant le pare-brise. Puis, au détour d'un virage, il apparut. Le mas N était pas grand, mais il semblait avoir poussé là comme un arbre. Ses pierres dorées par les siècles se fondaient dans le paysage. Devant la porte, un olivier millénaire se tordait sur lui-même, son tronc noueux paraissant contenir toute la sagesse du monde. Il n'y avait pas de piscine, pas de pelouse manucurée, juste l'odeur du thym sauvage et le chant des cigales. Mathieu coupa le moteur. Le silence qui s'installa était profond, vivant, à des années-lumière du bourdonnement stérile de l'agence.
Il se tourna vers M. Marcel, le cœur battant, espérant avoir vu juste, espérant avoir enfin compris. M. Marcel descendit de la voiture avec une lenteur presque cérémonieuse. Il ne se dirigea pas vers la maison, mais vers l'olivier. Il posa sa main rugueuse sur une écorce, comme pour saluer un vieil ami. Ses yeux balayèrent la vallée qui étendait en contrebas. Les vignes, en rang parfait, les collines bleutées se perdant à l'horizon. Il prit une longue inspiration, fermant les yeux un instant, comme pour s'imprégner de l'essence même du lieu. Mathieu attendait, retenant son souffle. Il ne pensait plus à une vente, à une commission, ou même à son patron. Il attendait simplement un verdict, celui d'un homme qui lisait la terre comme un livre ouvert. Après un long moment, le vieil homme se tourna vers lui, un imperceptible sourire au coin des lèvres. Et il dit simplement, sa voix à peine un murmure emporté par la brise, « C'est ici ». Un frisson parcourut Mathieu, un mélange d'euphorie et de respect. Mais avant qu'il ne puisse formuler une question sur le prix ou les propriétaires, M. Marcel fit un geste pour l'arrêter. Il retourna à la 2CV et en sortit une vieille serviette en cuir, usée par le temps, mais manifestement de grande qualité. Il la posa sur le capot de la voiture et l'ouvrit. Mathieu s'attendait à voir un chéquier, peut-être quelques économies laborieusement amassées. Au lieu de cela, le vieil homme en sortit une liasse épaisse de documents officiels, des titres de propriété frappés de sceaux notariaux, des plans cadastraux. Les noms des domaines les plus prestigieux de la région défilèrent sous les yeux ébahis de Mathieu. Des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, des oliveraies dans les Alpilles, des champs de lavande sur le plateau de Valençol. Il ne comprenait pas. M. Marcel leva les yeux de ses papiers et son regard était plus celui d'un simple agriculteur, mais celui d'un patriarche veillant sur son royaume. « Mon garçon », commença-t-il d'une voix douce mais chargée d'autorité, « je ne suis pas venu acheter de la terre aujourd'hui. De la terre, j'en ai. Je suis venu chercher quelque chose de bien plus rare, un homme honnête. Cela fait des mois que je cherche un endroit pour cet amandier. Mais partout où je suis allé, ils ont vu mes vêtements, ma vieille voiture. Ils ont vu un paysan, une perte de temps. L'argent peut acheter un domaine, mais il ne peut pas acheter le caractère de celui qui vous le vend. Vous avez été le seul à voir une personne. » Ces mots, simples et puissants, frappèrent Mathieu avec la force d'une révélation. Les larmes montèrent aux yeux de Mathieu, chaudes et incontrôlables. Il ne pleurait pas pour la commission astronomique qu'il venait de comprendre qu'il allait toucher, une somme qui réglerait tous ses problèmes et bien plus encore. Ce chiffre lui paraissait soudain irréel, presque secondaire. Il pleurait de soulagement. Il pleurait pour la validation de ce geste instinctif, de cette petite rébellion qui lui avait semblé si insensée. Il pleurait parce que la dignité et la bienveillance, les valeurs que son grand-père lui avait enseignées et qu'il croyait perdues dans le cynisme du monde moderne, venaient de lui être rendues, magnifiées par ce vieil homme extraordinaire. Sous l'ombre protectrice de l'olivier millénaire, au milieu de la terre qu'il avait appris à vendre, mais qu'il venait seulement de retrouver, Mathieu se sentit enfin chez lui. Le lendemain, Mathieu ne retourna pas à l'agence pour savourer une quelconque revanche. Il envoya simplement un courriel de démission, bref et courtois, sans la moindre explication. La commission, une somme qui changeait sa vie, ne fut pas utilisée pour une voiture de luxe ou un appartement ostentatoire, mais pour rembourser ses dettes et jeter les bases d'un nouveau départ. Quelques mois plus tard, dans une petite rue pavée d'un village voisin, une nouvelle enseigne en bois gravée apparut. Racines. L'agence n'avait rien à voir avec son ancien lieu de travail. À l'intérieur, les murs en pierre apparente, l'odeur du bois ciré et du café frais, et une seule table en chêne massif invitaient à la conversation, pas à la compétition. Mathieu avait créé un lieu à son image retrouvée, un endroit où l'on ne vendait pas des mètres carrés, mais des morceaux de vie, des lieux où l'on pouvait enfin poser ses valises et respirer. Le premier client de Racine ne fut autre que M. Marcel, non pas pour acheter, mais pour confier à Mathieu la gestion de ses biens avec une approche plus humaine. Leur relation professionnelle se mua rapidement en une amitié profonde et indéfectible.
Mathieu devint le fils que Marcel n'avait jamais eu, et le vieil homme, le père spirituel dont Mathieu avait tant besoin. Sur le mas qu'ils avaient découvert ensemble, ils plantèrent en premier lieu un jeune amandier, juste à l'endroit où le soleil du matin venait caresser la terre. Ce lieu devint bien plus qu'une simple résidence secondaire. Marcel y créa une fondation pour accueillir des jeunes des villes en décrochage scolaire, leur apprenant le travail de la terre, la patience des saisons et le respect du vivant. La promesse de vie d'Hélène S. était épanouie, offrant des racines à ceux qui n'en avaient jamais eu. La vie de Mathieu se transforma radicalement. Il ne travaillait plus de longues heures sous la pression de chiffres abstraits. Ses journées étaient rythmées par de longues marches dans la campagne, avec des clients qui devenaient souvent des amis. Il aidait de jeunes familles à trouver leur première maison avec un petit jardin, des artisans à dénicher l'atelier de leurs rêves, des retraités à trouver la paix qu'ils cherchaient. Sa réputation grandit, non pas pour les transactions spectaculaires, mais pour son intégrité et sa capacité à écouter ce que les cœurs disaient au-delà des mots. Il gagnait moins d'argent, mais il n'avait jamais été aussi riche. Il avait retrouvé le sommeil, le goût des choses simples, et surtout, il pouvait se regarder dans le miroir chaque matin sans la moindre trace de honte, voyant le reflet d'un homme aligné avec les valeurs de son grand-père. Sur le mur de son bureau, à côté des cartes de la région, une seule photo était encadrée. On y voyait deux hommes, un jeune et un vieux, souriant sous un olivier millénaire, le soleil provençal baignant la scène d'une lumière dorée. C était un rappel constant que le plus grand investissement de sa vie n'avait pas été une propriété, mais un simple acte de gentillesse. Ce geste avait non seulement sauvé son âme, mais avait aussi créé des vagues de bienveillance qui continuaient de étendre. La terre, comme le disait Marcel, est patiente, et elle récompense toujours ceux qui la respectent et qui respectent les gens qui y vivent. Si des récits comme celui-ci vous touchent et vous rappellent que l'essentiel est souvent invisible pour les yeux, votre abonnement nous donne la force de continuer à les partager.